En général, mes recherches, une bonne partie de mes recherches récentes portent sur, peuvent être circonscrites par un terme qui s'appelle la phénoménologie de la vie ordinaire. Et c'est dans ce cadre que j'ai choisi de me situer aujourd'hui. L'idée de base est que la sédimentation et l'objectivation des processus de typification qui se déroulent dans la vie immanente de l'individu et qui se révèlent au niveau discursif dans des stratégies pragmatiques particulières restent au cœur, ou bien c'est la dimension principale à partir de laquelle il faut traiter la question de l'exclusion. C'est une approche phénoménologique, comme vous pouvez le constater. J'utiliserai donc une démarche qui va mettre en évidence la constitution de la subjectivité vulnérable, surtout au long de cette dimension de la honte, du phénomène de la honte, à partir de deux narrations, à partir de deux cas, où on peut voir à quel point l'affaiblissement de la capacité des personnes exclues de se réimaginer, de réimaginer leur soi, empiète sur les mécanismes de renversement de l'exclusion. Bon, il faut le dire que mon but est de trouver une réponse à cette question: comment peut-on faire pour renverser l'exclusion, je suis parmi les optimistes d'après ce que je me rends compte. En supposant qu'il y en a une possibilité. Et je vais tenter de vous convaincre qu'il y en a. Mais donc, les deux narrations. Avant de les présenter, quelques mots sur l'exclusion. J'aurais pu prendre comme début. D'ailleurs, j'ai essayé d'autres termes. Aucun de ces termes, exclusion, domination, vulnérabilité, n'est pas parfait, ne surprend pas toute la complexité, ne rend compte de tout ce que se passe. Et finalement, je me suis rendu compte, et vous allez voir vers la fin, que ces termes doivent être déconstruits, finalement. Mais on commence avec eux, puisque c'est ce qu'on a à la portée de la main. Il y a, on le voit, on l'a entendu, une forte fragilisation de la citoyenneté, de l'humanité, des corps des gens dans un monde que j'hésite ici de la qualifier. En deuxième, une autre idée, la question n'est pas tellement donc de décrire exactement dès le début de quoi s'agit-il, mais de trouver, d'une manière pragmatique en quelque sorte, de trouver et d'étudier les façons de s'en sortir. Donc comment les personnes qui se retrouvent en situation vulnérable arrivent ou parviennent à s'en sortir, comme on dit dans le langage courant. C'est donc un renversement thématique. Je ne vais pas parler de grands concepts philosophiques, pas du tout. Je vais essayer de conveyer, en quelque sorte,
leurs expériences. Une autre idée préparatoire est qu'en général, quand il s'agit de situations vulnérables, de personnes en situation vulnérable, il y a toujours un côté, un niveau normatif. Dans ce sens, bon, il y a plusieurs niveaux normatifs, mais il y a toujours une référence à un niveau éthico-moral. En général, on fait amputer aux personnes vulnérables la situation dans laquelle elles se retrouvent. Et on attend d'eux, il y a toujours l'attente qu'ils se mobilisent. Qu'ils mobilisent leurs ressources pour se normaliser, pour devenir une personne normale. Le sens descriptif du concept d'exclusion doit donc être mis en interrogation et celui-ci devrait être séparé du sens normatif qui lui est généralement attribué. Donc, dans ce que je fais, je mets tout à fait à côté. Et il y a même un rejet de cette perspective fondée sur l'amputation. Du point de vue des groupes majoritaires et intégrés ou normalisés, l'exclusion est envisagée comme une action de certaines personnes ou de certains groupes dirigés contre d'autres qui se retrouvent ainsi en situation d'être exclus, démunis, marginalisés, privés de droits, etc. Par contre, du point de vue des personnes exclues, celles-ci pourraient être vues plutôt comme une forme d'inaction, une passivité, une, entre les guillemets, capacité de subir une injonction ou comme une incapacité de réagir à une injonction. Ce dont on prive les exclus, en dernière instance, est justement leur pouvoir d'initier l'action et de changer le cours de celle-ci en fonction de leurs intérêts. C'est pour cela que je disais au début qu'en effet, tout phénomène d'exclusion ont une base bien plus profonde dans une sorte d'immanence. Et c'est la raison peut-être pour laquelle il est difficile de les dépasser. Vu que c'est sur ce pouvoir d'agir que l'autonomie personnelle soit bâtie, leur reprocher le manque d'action qui aurait comme résultat certains le fait de s'en sortir n'est qu'une forme extrême d'hypocrisie cachée de la part de la majorité. D'ailleurs, ce type de culpabilisation fait partie des stratégies d'exclusion elles-mêmes. En fait, les mécanismes personnels de culpabilisation, respectivement de victimisation, doivent rester cachés afin qu'elles soient effectives. La dimension biographique de tout un chacun s'estompe au profit d'une approche de survol. En d'autres termes, il est reproché aux exclus leur indigne penchant de simplement subir des situations d'exclusion, de ne pas se défendre contre ces contraintes. On leur reproche leur passivité, c'est-à-dire la situation même dans laquelle ils sont poussés par les autres. Cependant, il faut comprendre ici qu'à l'égard des exclus, du fait du caractère impossible pour eux de toute action collective, l'action individuelle ne peut prendre que la forme de la passivité et du geste de survie, du geste minimal, je dirais, de survie, ce qui n'est pas à proprement parler une forme d'action au sens propre du terme, car il lui manque le caractère politique. Ils sont en effet exclus de la place politique et on leur retire le droit de parole publique. Leurs vies sont condamnées à se dérouler dans un cadre complètement privé, visant simplement l'aménagement nécessaire de la survie naturelle. Cette situation
a un impact au niveau de la vie immanente des individus, dans ce sens qu'ils se retrouvent déconnectés du flux des échanges intersubjectifs des vécus psycho-socio-politiques. Hannah Arendt, dans l'un de ses essais sur la morale et l'éthique, a fait ressortir cette dimension passive de l'exclusion en tant que, je cite, situation de ne pas être voulu, qui coûte énormément en termes psychologiques et sociaux à l'intégrité personnelle de l'exclu, à son sentiment spontané de l'identité propre. Situation de ne pas être voulu. En effet, en reprenant ce geste phénoménologique de reconduire un concept aux expériences fondatrices, je dirais que l'exclusion, bon, Hannah Arendt, elle était aussi phénoménologue d'ailleurs, je dirais que l'exclusion, ou tout concept semblable, revient au fait de ne pas être voulu. Et maintenant, les deux histoires que je voulais vous présenter aujourd'hui. La première histoire, je l'ai mis sous le titre « La narration impossible ». Il s'agit d'une enseignante que j'ai appelée l'enseignante K, non, pas sans rapport avec Kafka, bien sûr, que j'ai rencontrée personnellement, donc c'est plutôt une sorte de témoignage. Bon, j'ai écrit plus largement là-dessus dans un texte qui a été publié dans un livre collectif au cercle herméneutique. Donc l'enseignante K ne parvenait pas à comprendre les raisons pour lesquelles elle n'avait pas obtenu la promotion tellement voulue. Elle décida alors, elle a décidé de quitter l'enseignement en tant que fonctionnaire roumaine afin de trouver un emploi qui lui permet de s'occuper des membres de sa communauté rome. Bon, j'ai oublié de vous dire que l'enseignante K était une femme rome de Roumanie, professeur. Il n'y a pas nombreux parmi les femmes roms qui ont un diplôme, mais qui s'est retrouvée à un moment donné dans une situation très difficile pour elle, dans ce sens qu'elle était censée avoir un poste plus important, et que c'était quelqu'un d'autre, une Roumaine, qui n'avait aucune compétence, qui a pris ce poste. De par son contenu et agencement dramatique, une histoire personnelle, surtout quand elle est racontée aux autres, devrait refaire une expérience qui est ressentie comme traumatisante et incomplète. Je ne comprends pas, répétait l'enseignante K. Elle ne comprenait pas. Elle a eu beaucoup de mal à dire, en fin de compte, de quoi s'agit-il. Au moins en ce qui concerne les faits, puisque en ce qui concerne l'interprétation des faits, comme vous allez voir, pour elle, la narration reste impossible. Même la narration des faits était extrêmement traumatique. Bon, en l'invitant à partager ses propres expériences, je supposais que cela va contribuer à l'élargissement à ses expériences et à la réunification de son expérience, morcelée par une agression à laquelle elle ne parvenait pas à faire face. La manière par laquelle l'enseignante K insistait sur la réalité de son vécu
et sur le fait qu'il s'agissait d'une amitié trahie et non d'un cas d'exclusion ou de discrimination, me fit songer à l'un des personnages de Coetzee, Susan Barton, l'héroïne du roman Faux, qui, d'un côté, cherchait à faire connaître son expérience en tant que naufragé sur l'île de Robinson Crusoe, mais qui, en même temps, n'acceptait aucunement le fait que cette expérience puisse être transcrite dans le cadre du genre littéraire. D'une façon semblable, l'enseignante Carr ressentait que son expérience, cette expérience à elle, celle de l'amitié trahie et de l'humiliation, ne pouvait pas être transcrite en termes de discrimination. Si elle l'était, cette expérience ne serait plus la sienne. Aurait-elle devenu ainsi l'expérience de quelqu'un d'autre, celle d'un membre d'un parti politique, d'un mouvement civique? Refuser l'enseignante K d'être enrégimentée, une telle expérience, comme celle racontée par l'enseignante, aurait pu aisément être transcrite en termes de combat politique et être intégrée en quelque sorte contenue par une autre histoire plus large, l'histoire commune de son peuple, par exemple. Mais c'est exactement dans ce point que le blocage intervient, le passage de l'expérience personnelle vers cette histoire collective d'exclusion qui n'était pas possible pour Madame K. Et c'est justement sur ce passage d'une expérience personnelle vers une expérience potentiellement collective, historique, on pourrait dire, que les phénomènes d'exclusion interviennent en bloquant ce passage. C'est pour cela que il n'y a pas rare que la politique est impossible, que le combat politique ne peut plus être mené puisqu'il n'y a plus des acteurs capables à se constituer en acteurs politiques. Ils ont été coupés de l'intérieur. Les ressemblances que notre personnage et celui de Coetzee s'arrêtent ici. En effet, même si en tant que femme, Susan Barton était marginalisée et opprimée, elle faisait pourtant partie du groupe dominant de la société de son temps. Susan Barton s'étonnait du fait que quelqu'un puisse penser à un moment donné, quand elle errait avec Friday à travers l'Angleterre, qu'elle soit une gitane. L'enseignante K en est une gitane, Même si elle n'erre pas à travers la Roumanie, le fait d'être gitane est une marque que l'on peut voir sur sa peau, par contre. Elle demeure gravée dans l'âme de celui qui démontre l'incapacité qui est la sienne de se construire une identité. Il faut distinguer entre le pragmatisme de la confrontation en force des situations d'exclusion et le pragmatisme de survie, en tant que stratégie de long terme mobilisée dans la construction des identités ethniques et professionnelles des personnes appartenant donc au groupe minoritaire. Ce cas nous a permis de voir ce qu'on pourrait appeler une sorte de rupture immanente d'identité. L'exclusion se fait rarement d'une manière physique ou objective, quoique parfois les gens sont mis à côté, comme on a vu, il y a des distinctions spatiales qu'on opère, mais ce qui est plus important, c'est le fait qu'il y a une donnée immanente enchevêtrée par essence dans le rapport global de compréhension qu'entretient la personne avec le monde. L'exclusion apparaît ainsi comme une trahison, pas comme un rejet, puisqu'on a vu qu'en effet, c'est un ne pas être voulu. Mais du point de vue de cette personne en rupture
immanente d'identité, elle est une trahison. C'est l'altération c'est l'altérité qui est trahie au plus beau moment de sa construction et même à l'insu de celui ou de ceux qui la construisent. L'autre se montre ainsi comme autre et comme rejeté ou à rejeter. Cette logique de l'exclusion nous permet d'expliquer le travail de la honte qui s'y associe dans ce cas. Mais je ne le ferai pas maintenant puisque ça prend déjà beaucoup de temps pour voir comment la honte qui fait une liaison entre ce qui est privé et ce qui est public opère dans ces cas. Le deuxième exemple, ou la deuxième histoire. La deuxième histoire, je l'ai appelée, elle est plus optimiste. Je l'ai appelée l'impossible narratif. C'est l'histoire, j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps à partir des expériences des femmes mariées, femmes roumaines mariées à l'étranger. Surtout dans les années 90, il y avait une tendance. Ça existe peut-être encore, mais peut-être moins. Des femmes roumaines qui cherchaient des maris étrangers. Et quelqu'un a fait une étude de psychosociologie qui m'a semblé bien intéressant. Il y avait des interviews, on a fait des interviews avec ces femmes par téléphone, puisqu'elles étaient déjà en Syrie, en Jordanie, puisque une partie des femmes allaient dans le Moyen-Orient. Il y avait en général des maris riches, assez riches. Bon, donc en Syrie, en Jordanie, en Grèce, en Allemagne, en Italie. Et j'ai trouvé dans leur narration, en fait c'était des narrations de vie, des récits de vie, ce qu'on avait. C'est ce qu'il y avait là-bas. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes que j'ai voulu exploiter de ce point de vue. C'est un exemple positif, puisque ce sont des femmes qui ont réussi, tant de leur point de vue et du point de vue de l'autre. Elles étaient émigrées, elles ont eu cette expérience de l'émigration dans des pays différents. Ils ont eu cette expérience, maintenant, certaines d'entre elles ont dû émigrer encore une fois, bon, celle de Syrie par exemple. Donc c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. Et ce qui était frappant était la façon dans laquelle ces femmes présentaient le passage de la honte à la fierté. Cela revenait à plusieurs endroits. Cela m'a retiré l'attention. Puisque dans leur espace d'origine, elles se sont confrontées d'abord avec la honte, puisque les gens du village disaient qu'elles se sont mariées par intérêt. Quoique, on peut aimer un Allemand, non? C'est pas impossible. C'est la façon dans laquelle l'une d'elles se défendait, non? Donc c'était une histoire, c'était un milieu
traditionnelles, en ce qui concerne les valeurs traditionnelles qui leur inculquaient la honte, non, elle en tant que femme. En plus, il y avait des cas aussi disons, de honte sociale. L'une des femmes dit clairement que son père avait beaucoup de honte puisqu'il n'avait pas un bon métier. Il était un travailleur non qualifié et que toute la vie... certaines d'entre elles venaient d'un milieu des gens un peu exclus, même s'ils étaient intégrés dans leur village. Ils se sont confrontés avec la honte dans le pays d'origine, surtout le cas de l'Allemagne. Être roumaine en Allemagne pour quelques années, c'est pas facile puisqu'il y a le rejet des autres. Tu n'es pas bien vu, tu n'es pas à la hauteur. Mais chaque fois, elles ont raconté comment elles ont réussi à dépasser la honte. Et notamment à la transformer en fierté. Pas n'importe comment, non, pas en l'oubliant, parce qu'elles n'ont rien oublié. Mais maintenant, elle disait, j'avais de la honte, mais maintenant j'ai une famille, j'ai un mari civilisé, bon, c'était le cas de l'allemand, et je suis fier de moi. Donc, ça m'a intéressé, c'était intéressant de voir comment les affects, et je dirais que ce n'est que... c'est archi suffisant. Ce n'est que, mais je dirais, c'est à travers les affects que ce renversement de l'exclusion pourrait avoir lieu. Mais travailler les affects pas d'une vue, il faut voir derrière les affects plutôt ce que j'ai essayé d'appeler un pouvoir subjectif. Il y a un pouvoir subjectif qui se trouve pas dans la capacité de l'ego de mémoriser, de se représenter, de se souvenir, etc., etc. Mais il y a un pouvoir subjectif dans la capacité de l'ego d'être affecté. C'est-à-dire qu'on peut transformer ce ne pas être voulu, ce rejet de l'autre, on peut le transformer à travers l'affect, oui, dans la dynamique des affects, on peut le trouver en autre chose, en fierté. Bon, c'est l'opposé, c'est une polarité. Vraisemblablement, ce domaine des affects, c'est un argument pour la polarité des affects, si vous voulez. Donc, et d'ailleurs, il y en a, et si on pense de cette façon, il y en a des cas. On peut trouver d'autres exemples. Il y a par exemple le cas des premiers chrétiens qui ont fait une sorte de conversion de la stigmatisation dans une identité glorieuse, au moment quand ils étaient persécutés, quand ils étaient tués. Donc, c'est l'un des exemples, mais qui peut-être a eu un certain effet dans notre culture, même si on ne peut
pas tirer on ne peut pas avoir un rapport immédiat, mais cette idée de renversement affectif, de transformer quelque chose qui est blâmable, qui est honteux, en quelque chose qui est sublime même. C'est possible. On peut faire, j'ai réfléchi un peu aux mécanismes qui font possible toute cette conversion de la subjectivité honteuse, par exemple, dans une autre type de subjectivité. Je ne veux pas insister. Il y a l'expérience phénoménologique associée au ressouvenir. C'est encore une façon, à partir de Paul Ricoeur, on peut montrer qu'il y a ce pouvoir créateur, ce pouvoir opérant dans le ressouvenir et qui nous amène à la possibilité de la reconstruction de sa propre vie. Il y a aussi ce que j'ai appelé la récatégorialisation de l'affect. Et c'est l'exemple de la honte et de sa transformation en fierté est un exemple typique pour une récatégorialisation de l'affect. Se construisant sur les liens entre la vie privée et la vie publique, la honte est liée structurellement à l'oppression, à la souffrance. Et la question des sujets de la honte se pose. La question que les sujets de la honte se posent et que les chercheurs doivent reprendre pour nous paraît devoir être la suivante. Comment faire pour que la souffrance ne soit pas insurmontable? Et il y a un moment c'est ce qui est le moment clé, si vous voulez, dans cette histoire de comment je ne peux pas m'appuyer sur un texte littéraire, de comment quelqu'un a reconverti, a récatégorialisé l'affect. C'est un moment, mais c'est important que ça a un rapport avec l'interdiction. La dissolution de la honte implique le passage à un moment donné, à la perspective de l'incongruité. Ce qui fait basculer, en fin de compte, au moins en principe, le cadre normatif oppressif. La transgression est l'une des stratégies, mais une transformation, pour ainsi dire, saine de la honte mobilise plutôt la capacité de création et co-création de la norme. Et l'aménagement du milieu normatif en faveur de l'individu marginalisé, démuni, etc. En fait, il faut toujours briser la norme, mais afin que l'oppression ne se répète pas et que les relations oppressives ne se reproduisent pas. Donc, c'est toujours le rapport à la norme qu'il faut avoir en vue, certainement. On n'échappe pas à la honte si on n'arrive pas à une situation d'incongruité avec le cadre qui nous rejette. Et à un moment donné, l'idéal serait de créer un autre cadre, de le co-créer avec les autres. Et ce n'est que de cette façon qu'une transformation pourrait avoir lieu. Le caractère dynamique des affects fait que l'expérience de l'auto-identification constitue le lieu d'un changement et d'une transformation. Il forme un espace à l'intérieur duquel l'ethnicité, ou bien d'autres, n'importe quelle catégorie qu'on attribue à quelqu'un, n'est pas collée pour l'éternité à une personne. Des groupes peuvent fusionner, des individus peuvent se joindre à un autre groupe,
D'ailleurs, ce type de processus est à la base de formation des identités, était à la base de formation des identités nationales modernes. En conclusion, qui est très courte, 3 lignes, je dirais que le récit de soi ouvre la voie vers la vie des autres, ainsi que vers ma vie, en tant que ce qu'elle a de propre à chacun d'entre nous, quand ce qu'elle peut avoir d'opératif, d'opérant, comme ce pouvoir subjectif. À travers celui-ci, la représentation du monde engendre la capacité de nous réidentifier et de nous reconstruire. Merci. Je voulais donner seulement un exemple lié à ce que M. Copoero il nous a présenté. Je ne sais pas si vous savez, dans la dernière décennie, c'était un mouvement intéressant et en même temps un peu comique dans le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie est dominé par le matriarcat. Et là-bas, c'était un mouvement nommé le mariage à la roumaine, parce qu'il s'agissait de jeunes femmes roumaines entre 25 et 35 années, des femmes qui avaient des études, qui ne trouvaient pas du travail en Roumanie, trouvaient un travail non intellectuel en Italie, mais en 2 années, 3 années, elles étaient mariées avec des maris italiens entre 60 et 75 années. Mais seulement dans le sud de l'Italie. Et elle, comme femme mariée, elle travaillait. Toutes elles travaillaient. Et elles en étaient fières. Voilà. Merci beaucoup. Et de toute façon réussies dans la vie. Oui. Merci beaucoup donc, pour un récit fascinant. C'est certain que si on avait plus de temps, M. Copoero serait encore allé plus loin, mais on a certainement vu quelles étaient les lignes directrices de son argument, le fait que les affects ont la capacité de transgresser les normes, aussi le récit de soi peut nous ouvrir vers l'autre et puis aussi transformer notre propre récit de vie. Donc il y a un pouvoir subjectif, un pouvoir de transformation dans les affects. Donc c'était un de ces points principaux dans cette présentation fascinante. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de la part du public? Laura. Quelque chose, donc c'est un affect que j'ai localisé là dans ta présentation. C'est toujours la honte, parce que moi j'écris aussi sur la honte, surtout dans un film québécois que j'ai présenté il y a 2 ans ici. Je ne sais pas si c'était dans cette salle ici, mais dans une salle, je pense, dans une salle pareille, je parlais de Inch'Allah. Et donc, après, par la suite, j'ai écrit un article à partir justement de l'analyse de ce sentiment puissant qui est là. Ce n'est pas un sentiment, c'est un affect. Donc, ce n'est pas un sentiment. On va aller maintenant on va pas aller dans les détails. Et voilà, donc, si d'abord la honte est paralysante, parce que c'est ça qu'elle fait, donc on te met à côté, on te sent vraiment cloisonné dans ta propre identité. Il y a une limite là où la honte devient vraiment affect puissant, affect politique. Justement, donc c'est ce qui se passe avec cette femme dont je parlais dans ce film très très intéressant. Donc à partir d'un certain moment, donc cette paralysie justement, elle n'était pas capable, elle traversait les frontières, mais elle ne s'identifiait jamais à d'autres, même si elle était liée par des liens d'amitié très forts. Mais à un certain moment, justement, la honte explose quelque chose dans son être. Et c'est elle, finalement, qui décidera du sort de son amie palestinienne. Donc, c'est elle qui traverse là la frontière avec une bombe. Justement, donc, la honte la conduit vers l'action politique. Donc, c'est ça aussi, tu parlais de cette transgression, de cet interdit. Donc, il y a plusieurs niveaux dans lesquels on peut jouer par rapport à ça, mais c'est sûr que ça peut devenir un sentiment, un affect
politique, la honte. Donc si d'abord elle est paralysante, par la suite, si on dépasse cette limite, c'est quelque chose qui peut vraiment éclater les limites politiques. Oui, oui, c'est très intéressant le cas dont tu penses. C'est peut-être, je le mettrais plutôt du côté des situations extrêmes de dépassement de la honte, de reconversion de la honte. Mais c'est une reconversion, une conversion de la honte. Mais je ne sais pas si c'est politique. Puisque, à mon sens, on atteint le niveau politique quand il y a création et co-création de la norme. Donc, je ne crois pas qu'elle est arrivée à changer quelque chose dans le cadre normatif existant. Cette femme-là, elle a réussi à, comment dire, à s'échapper complètement, à ne plus être là et à faire un signe de son subjectivité brisée qui aurait mérité plus. On peut comme ça, plus d'attention de la part des autres. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que c'est toujours par rapport à comment on définit la ou le politique, le domaine du politique. Parce que si on le définit en des termes normatifs, c'est sûr qu'il n'y a pas de politique avant qu'on réinvente la norme, avant qu'on normalise la norme de nouveau. Mais si on parle de cette micro-politique, dont on a à plusieurs reprises fait référence ici, donc la micro-politique des micro-communautés, justement. Donc là, la honte pourrait quand même avoir une signification politique. Donc ce n'est pas juste pour s'échapper à une norme généralisée ou à des normes généralisées, mais justement, on peut avoir une signification politique même dans des micro-communautés. Donc on ajoute quelque chose, comme dans le sens de Hannah Arendt que tu as cité. Mais elle était, d'après ce que je comprends, elle était elle se situait dans une dynamique déjà prescrite de la honte. C'était ce qu'il fallait faire à un moment donné. Elle était entre plusieurs dimensions. C'était ça, sa honte. Elle ne pouvait jamais se projeter. C'est l'une des façons d'échapper à la honte par un acte transcendant, comme ça, pour le dire ainsi, qui est une... qui peut être à un moment donné acceptable dans certaines cultures. Je pensais plutôt bien sûr à la culture roumaine, des femmes roumaines, pour laquelle s'en sortir voulait dire un bon mari, un bon salaire, travailler, de préférence dans un pays civilisé. Avoir des enfants, c'était important. J'ai oublié de dire, les enfants étaient toujours invoqués dans toutes ces histoires. Le fait qu'elles avaient des enfants les a soulagés. Elle était très fière